jéema waxtaan tuuti dinga ma wax nu mbir mi demee. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission Temps de parole, magazine culturel de Canal Info. Aujourd'hui, nous avons vraiment, il convient de dire et d'insister là-dessus, un invité de marque qui est Mansour Bouna Ndiaye, homme politique bien connu au Sénégal. Et très jeune, il a dirigé les jeunesses du Bloc démocratique sénégalais de Léopold Sédar Senghor. Et déjà en 1962, il était membre du bureau politique de l'Union progressiste sénégalaise, ce qui lui a permis d'être acteur et en même temps témoin des événements qui, depuis lors, se sont passés dans notre pays. Mansour Bouna Ndiaye, homme politique, a été député maire de Louga et maire honoraire actuellement. Et Mansour Bouna Ndiaye est avant tout actuel doyen de la famille Bouna, dernier roi du Jolof et fils aîné du résistant Albouri Ndiaye. Mansour Bouna Ndiaye, merci d'avoir accepté d'être invité de cette émission Temps de parole. Alors, Mansour Bouna Ndiaye, vous écrivez aussi. Nous allons parler de ce livre qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui, Un prince qui croyait à la démocratie. Mais avant cela, vous avez écrit Mémoire d'un enfant du siècle. C'était en 1981. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire le résumé de ce livre-là? Oui, j'ai écrit Mémoire d'un enfant du siècle parce qu'un jour, j'ai rencontré le commissaire Cissé, qui était à ce moment-là dans les affaires et qui est de Rufisque. Il m'a dit, mais Mansour, vous en connaissez beaucoup sur l'histoire du Sénégal, mais je vous conseille de réunir tous les éléments que vous avez et de faire un livre. Alors ça m'est tombé à l'oreille et je me suis amusé avec des cahiers, d'écrire plusieurs chapitres sur des faits d'histoire que j'ai connus. Mais il faut noter d'abord qu'au point du français, moi je n'ai pas été plus loin que la classe de 3e du lycée de la Fosse. Mais j'ai eu la chance d'avoir fait en 1947 mon certificat d'études avec un éminent écrivain qui était mon maître de la classe où j'ai fait le certificat d'études et l'entrée en 6e, Abdoulaye Sadji. Ah oui. Il était en même temps directeur d'école à Louga et son fils Boker Sadji, Washington, peut en attester. Et cette formation de base que j'ai reçue, plus s'y ajoute que mon père aimait le soir, quand tout le monde est couché, me raconter l'histoire du Sénégal, du Cayor, du Jolof, etc. Et tout ça me restait en mémoire. J'ai dit, mais pourquoi ne pas livrer ça aux générations actuelles et futures? Et c'est ainsi qu'en 1953, j'ai eu le meilleur devoir de français de l'Afrique occidentale française. Déjà. Et c'est paru dans la revue numéro 79 de l'éducation africaine, qui était une revue pour toute l'Afrique occidentale française. Et j'ai eu la surprise de constater que mon devoir d'élève de 3e de 1953 était dans cette revue-là comme modèle de devoir de français. Voilà ce que vous dites là, mais ce n'est pas montre simplement que le niveau de l'enseignement d'avant est absolument supérieur à celui et ça se dégrade de plus en plus, on le dit, mais ce n'est pas là notre non, sujet. Ça se dégrade de plus en plus, mais moi je me rends compte d'une chose. Ça se dégrade parce qu'on veut apprendre le français, enseigner le français, sans apprendre à nos enfants, aux élèves par exemple des classes de 3e, les classiques français. Oui. Moi je récite encore par cœur des poèmes de Victor Hugo, des poèmes de Lamartine, des écrits de Zola, etc. Dans ce livre, alors moi ce qui m'a frappé, c'est quand on dit le prince qui croyait à la démocratie. De l'imparfait, parce que justement, j'ai vu dès 1945 Léopold Sédar Senghor venir à Louga pour rencontrer mon père. Et Mansour Mbaye, qui est là, un animateur de la radio, pour vous l'attester, il était dans ce camion. Et dans ce camion où les gens descendaient poussiéreux, un seul homme était à côté du chauffeur, c'était Lamine Gueye. Et les Senghor étaient derrière, avec le service d'action, les tam-tams, etc. Et il fallait rectifier un tir. Senghor a envoyé un télégramme à mon père disant, c'était un télégramme en date du 28 octobre 1945, j'ai encore l'original de ce télégramme au musée de Yang Yang, où il disait, et était investi ce jour par Bloc africain réuni mairie Dakar, moi-même second collège, Lamine Gueye premier collège, prière déclenchée pour propagande, aviseront arrivée, signé Léopold Sédar Senghor. Et mon père a écrit, a répondu, regrette pouvoir faire propagande. Oui. Et quand Lamine Gueye a lu la réponse de mon père, il a dit à Senghor, mais tu as fait une erreur.
Bouna, on ne lui demande pas de faire la propagande pour quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui s'engage à faire la politique pour quelqu'un. Il n'a jamais fait, il ne fera pas. Allons-y à Louga. Et quand ils sont venus à Louga, j'étais là, Mansour Mbaye était là. Mais moi, je n'avais pas accès au salon, mais j'entendais la conversation. Il y avait une trentaine de personnes. Et mon père a dit, le Blaise Diagne à ce jour, je n'ai jamais fait de politique. Donc, je n'en ferai pas pour Senghor. Et l'Amigué a dit à mon père, mais attention, nous allons à une assemblée constituante à Paris. Et il me faudra pour la nouvelle constituante et pour les droits des pays colonisés, quelqu'un comme Senghor pour m'assister. C'est un agrégé et il sort de l'école de la France d'outre-mer où sont formés les administrateurs de la France d'outre-mer qu'on appelle actuellement les administrateurs des colonies. Et mon père appelait son secrétaire Modjen Diop, qui est vivant, qui est là à Richard Toll, et lui a dicté cette phrase mémorable. Clémenceau avait dit sans doute par ironie, moi je vote pour le plus bête. Et moi, je dis de voter pour les plus instruits, qui servira de modèle à la jeunesse du pays, signé Bouna Ndiaye, membre de l'évolution dans le cadre français. Et cet appel de mon père a été multiplié à travers le Sénégal. Et cet appel a permis à Senghor de battre Yéli Manel Fall au second collège. Oui. Alors Mansour Bouna Ndiaye, alors, on le verra, votre père recevait beaucoup de monde, des hommes politiques, des marabouts, où il se trouvait. Hein, et parce qu'il était consulté même par les autorités coloniales. Non seulement il a été consulté par les autorités coloniales, mais j'ai vu à Louga des grands califes de l'islam au Sénégal. Seigne Moustapha Mbaké, accompagné Seigne Bachirou Mbaké, j'ai vu Seigne Fadilou Mbaké, j'ai vu Seigne Babacar Sy, El Hadji Mansour Sy, Seydou Nourou Tall. Tout ce beau monde venait le voir. Parce qu'il y a aussi une chose très importante. Il était depuis 1906, et ce jusqu'à sa mort en 1952, membre du conseil privé du gouvernement du Sénégal. Et ce conseil privé, ce qu'on peut appeler aujourd'hui le conseil des ministres actuels. Donc il était, comme on dit en parenthèse, courtisé par les hommes politiques de l'époque. Les hommes politiques et les religieux, parce qu'on le consultait toujours sur la nomination d'un chef, sur la nomination d'un calife, et jamais il n'a trompé le conseil privé. Il a toujours dit, par exemple, chez les Mourides, c'est Seigne Fadilou Mbaké, en 1945, après la disparition de Seigne Moustapha Mbaké. Chez les Tidjanes aussi, en 1922, après la disparition de Seydi Hadji Malick Sy, il a fait la même chose en disant c'est Babacar Sy le même. Donc il n'a jamais eu de parti pris et à ce titre il a été respecté. Et j'ai eu aussi de grands gouverneurs qui ont eu leur retraite, même un gouverneur général venir à la maison à Louga, habiter là-bas avec lui. Par exemple, le gouverneur général Marcel Decopé est venu le voir 2 mois avant sa mort quand il a su qu'il était sur le point de partir. Et un gouverneur général lui a dit, Bouna, mon père a voulu le loger chez le commandant Cercle, il lui a répondu cette phrase mémorable, Bouna, si vous étiez même dans un arbre, j'habiterais l'arbre avec vous. Alors Mansour Bouna, quand j'ai dit que j'allais faire cette émission avec vous, un de mes amis me dit, mais Mansour Bouna, mais c'est un aristocrate, il ne peut pas croire à la démocratie, hein, parce que c'est antinomique. Alors, un prince en République peut-il être démocrate en situation? Votre préfacier Babacar Touré pose déjà ce débat-là. Oui, mais ce débat, ceux qui l'ont posé, c'est ceux qui l'ont voulu en politique. Parce que mon père nous a donné une éducation de base, d'abord ceci, très important. Mes grands frères Daoud Bouna et Momar Ndiaye Bouna, qui ne sont plus, quand ils sont arrivés au CM1, avant de faire le CM2, mon père les a renvoyés à Mbeleché, chez le marabout de Mbeleché, pour avoir là-bas une formation de base, pour s'intégrer au peuple, apprendre le Coran et apprendre à vivre avec les gens du peuple et à comprendre que la royauté et la chefferie, c'est fini. Ah oui. Et en ce qui me concerne aussi, il m'a envoyé chez mon père El Hadji Mansour Sy à Tivaouane. Et là, j'ai vécu avec les talibés, j'ai partagé les repas avec les talibés, je massais mon homonyme sur son lit, et ça m'a permis de vivre avec les plus humbles des talibés, et être humble avec tout le monde. Donc cette éducation de base, notre père nous l'a donnée. Et un jour, alors qu'il recevait des étudiants, des élèves, c'était encore des étudiants de Linguère, parce qu'à l'époque, avec le train qui venait de Louga à Linguère, les élèves devaient attendre toute une journée à Louga pour prendre le train de l'après-midi pour aller à Saint-Louis. Donc ils étaient obligés de se regrouper et de venir déjeuner chez nous. Et j'ai connu là Daoud Sow, accompagné d'un futur infirmier qui s'appelait Amadou Sek, qui est un oncle à Habib Sy. Ils étaient venus avec Hassan Sek, qui est aussi un oncle à Habib Sy, qui sont de Linguère. Il y a mon frère Daoud Bouna, il y avait mon frère Moumatala, et il y avait Daoud Sow. Il a prié pour eux et il leur a dit à la fin de sa prière, si demain, après ma mort, vous entendez quelqu'un dire que j'ai pris moi, Bouna, le mouton de quelqu'un ou le bœuf de quelqu'un, dites que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais accepté l'argent, le bœuf ou le mouton
d'un de mes administrés. Oui. Et je les ai accompagnés à la gare après que mon père ait fait des prières pour eux. Et au retour, il m'a dit, est-ce qu'ils sont partis? Je dis, tous sont partis pour Saint-Louis, sauf Daoud Sow, qui lui continue ses études au lycée Mambron-Neven. Il m'a dit, ne pense jamais que tu as une supériorité sur les gens du Jolof. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Alors, il m'a dit, ne pense jamais que tu as une supériorité sur les habitants du Jolof. Oui. Il m'a dit ceci en Wolof, Nienyo ak Diam Amoul. Il n'existe ni de Nienyo, ni d'esclaves, chacun avait une fonction dans la société. Mais ça ne veut pas dire que tu as une supériorité sur qui que ce soit dans le Jolof. Oui. J'ai vécu avec cela. Ah oui. Mais alors, est-ce que Babacar Touré, dans sa préface, vous dit prince de sang, de rang et de son temps aussi, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus important, mais en même temps, vous appelez-t-on prince? Non, arrive-t-il comme on m'appelle Bourba, on m'appelle prince, il y a même d'autres qui m'appellent empereur. Bon, oui. Parce que le fils d'un Bourba Djolof, qu'il soit fils de Bouna ou de Sidi, on l'appelle toujours Bourba. Partout où nous passons, on nous appelle Bour ou Bourba. C'est des titres qui sont restés. Mais il n'existe plus de Bour, il n'existe plus de Bourba. Oui. Mais il y a des gens quand même qui font le complexe. Oui. Ils font le complexe de naissance. Et ça, c'est dû au fait que nous avons encore beaucoup de griots qui aiment, dans l'animation, dans les meetings, dans les séances de lutte, dans certains khawarés, etc. Quand tu vois un fils de Bour ou de Demel, immédiatement, il chante sa généalogie. Or, c'est une généalogie qui est très facile. Il faut très facile de dire Mansour, Boune, Boune, Albouri, Aroub, Brem, Penenyeme, et patati et patata. Alors, ça gêne les autres. Ça gêne les autres dont on ne connaît pas la généalogie. Alors moi, personne n'a choisi son père. Je n'ai pas choisi mon père, je n'ai pas choisi mon grand-père. Maintenant, si ma présence dans les foules, ça gêne. Et chaque fois qu'à Louga, par exemple, j'apparais, les foules se déchaînent. Mais ce n'est pas à cause de ma naissance. Louga ne faisait pas partie de l'empire du royaume de Bouna. C'est parce que très jeune, je me suis impliqué pour Louga. Mais vraiment, sincèrement, Mansour Bouna, cela ne vous fait rien de penser que si rien n'avait changé, peut-être que vous seriez au Bourba Djolof. Ah oui, si rien n'avait changé, je pourrais être Bourba Djolof. Personne ne peut le contester. Si rien n'avait changé, je pourrais être Bourba Djolof. Mais ça, c'est révolu. C'est révolu, nous sommes en République. Oui, vous dites que votre père vous a... J'ai toujours agi en républicain. Voilà. Alors, mon père m'a toujours demandé de ne pas avoir d'air de supériorité sur les gens. Et même, il m'a dit ceci de très important. Mon père m'a interdit de son vivant de faire la politique au Djolof. Je n'ai jamais fait la politique au Djolof, mais les députés du Djolof de l'époque... Mais pourquoi il vous l'a interdit? Parce qu'on ne peut pas avoir été et être. Ah oui. Il ne voulait pas que ses enfants s'impliquent dans la politique au Djolof. Il faut laisser maintenant toutes les familles... Vous écrivez dans le livre que Mamoudou Dia aussi vous a dit ça, on en parlera un peu plus tard. Oui, Mamoudou Dia, on en parlera. Il m'a dit ça, mais les raisons étaient autres. Oui, étaient autres, d'accord. Les raisons étaient autres, nous en parlerons. Oui. Alors, votre père, quel viatique vous a-t-il donné pour aller à la conquête de la vie et du monde, par exemple, parce que souvent on dit aux enfants, étudiez, la politique, vous dites qu'il vous a interdit de faire la politique. Mon père m'a interdit de faire la politique. Vous avez transgressé l'interdit d'ailleurs. Il ne m'a pas interdit de faire la politique ailleurs, parce qu'il savait que je m'intéressais à la politique. Par exemple, quand il recevait Senghor, je portais toujours un béret vert, parce que c'était la couleur de Senghor. Et moi, j'aimais Senghor, j'aimais son parti, et très jeune, étant collégien, je portais le béret vert. Et Senghor, chaque fois qu'il m'a reçu, il me dit, ah bon, Mansour, chaque fois que je suis venu à la maison, tu portais le béret vert, mais ta mère et tes sœurs Oumi et Ndeye Sophie portaient des boubous rouges là, et c'est Fion, le parti de Lamine Gueye, pour me montrer qu'ils étaient eux avec Lamine Gueye. Je dis, moi, j'ai toujours porté le vert du BDS parce que je me suis toujours considéré comme membre du BDS de Senghor. Oui. Vous indiquez quand même, moi je l'ai lu dans les livres, que votre père vous a dit, surtout ne faites pas la politique avec Senghor. Mon père m'a dit un jour, oui, parce qu'un jour, quand j'étais élève de Maurice Delafosse, il m'est arrivé un jour de recevoir une lettre d'un père à moi, un oncle à moi qui s'appelait Abdoulaye Ndiaye Mokon. Alors, c'était en 1952. Alors, le canton de Yang Yang était vacant. Yang Yang, c'est l'ancienne capitale féodale du Djolof. Le canton était vacant. Et il m'a dit, Abdoulaye Ndiaye, j'ai vu ton père, mais je sais que tu es un ami à Senghor. En ce moment, mon père était vivant. Va le voir et demande-lui de m'aider. Quand Senghor est venu de Paris, on l'accueillait avec la foule à la gueule tapée, au niveau du centre Abbas Ndao. Et ensuite, on l'accompagnait jusqu'à Maître Boissier-Palin, à la rue Zola, à la rue Kléber. Et un jour, de Maurice Delafosse, je lui ai écrit une lettre que j'ai déposée chez Maître Boissier-Palin, où il habitait quand il venait à la rue Kléber. Et il a téléphoné à Delafosse, et ça a surpris même le principal, pour me dire qu'il me recevait le lendemain à 17h. J'ai séché mon cours, je suis venu à 17h, et je suis tombé sur le grand girafe de Yoff, qui s'appelait Tata Diagne, qui était aussi un grand lutteur.
Et Senghor, qui est un Sénégalais quand même, a dit à Talla Diagne quelque chose de très important. Ah, Talla, tu connais cet enfant? Talla lui m'a dit, comment vous appelez? J'ai dit, Mansour Bouna Ndiaye. Ah, Bouna, c'est votre père? Je dis oui. Donc vous devez être un petit-fils de Fadiane Mokati. J'ai dit exactement. Il dit, Fadiane Mokati, ta grand-mère, et moi, nous avons le même ancêtre, Djeraf, à Yoff. Alors Senghor m'a fait entrer, il a pris mon livre, comme le livre que vous avez, les auteurs de nos programmes. Il m'a interrogé, ensuite je lui ai glissé la lettre de mon père de Linguère, Abdoulaye Ndiaye Mokodou, qui était candidat. Il m'a dit, bon Mansour, je sais que Abdoulaye Ndiaye Mokodou est candidat au canton de Yang, mais je ne pourrai rien faire tant que je n'aurai pas la majorité à l'Assemblée territoriale. Nous aurons au mois de mars 52, le 31 mars des élections, nous venons de le voter à l'Assemblée nationale française, et il me faut une majorité, je compte sur l'aide de votre père. Alors je suis venu à Louga, très réconforté, content d'avoir vu le député Senghor, et j'ai dit à mon père, j'ai fait à mon père fait part du message de Senghor, qui demande l'aider. Il m'a dit, faites attention à la politique, surtout faites attention à Senghor. Senghor, comme Andal Warko. Ah, il a dit ça. Alors, appuyez Mamadou Dia, parce qu'un jour vous serez indépendant. Et quand l'indépendance viendra, celui qui dirigera le Sénégal pour le mettre sur la bonne voie économique, ce sera Mamadou Dia. Et depuis ce jour, j'ai porté Mamadou Dia dans mon cœur. Oui, et vous parlez de la crise 62, on va en parler tout à l'heure. Hein. Oui, après Roland Collin, de la crise 62 parce que c'est très important. Oui, oui, après le livre de Roland Collin, Sénégal, notre pirogue, vraiment, vous avez aussi ce sujet. Mais vous en parlez de l'intérieur. Hein. Vous étiez dans le bureau politique avec force détail. Ce livre est plein de faits. Parce que Roland Collin était directeur de cabinet de Mamadou Dia. Oui, directeur de cabinet. Et moi, j'étais membre du bureau politique au titre des jeunes et j'ai vécu ça. Voilà, c'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure. Alors, tous ces viatiques de votre père, donc la politique, vous venez d'en parler, et pour les études? Alors, pour les études, il s'est passé quelque chose de très important. Après ma classe de 3e au lycée Moïse de la Fosse, à l'époque, c'était facile d'avoir des bourses avec la Gueye. Alors, je lui ai demandé donc de partir en France. Oui, Lamine Gueye qui a donné, vous dites, plein de bourses à des gens comme Abdoulaye Wade, Hassan Seck, Habib Thiam, Douta Seck. Et Habib Thiam, j'ouvre une parenthèse. Habib Thiam, son père Mbousso Thiam, qui avait une bijouterie dans la rue Carnot, vers le numéro 59 ou 63, son père Mbousso Thiam aimait accompagner Lamine Gueye dans sa voiture. Et quand Lamine Gueye a demandé la bourse pour Habib Thiam, ce jour, le président de la commission, qui est encore là, me dit quelque chose de très important. Lamine Gueye a tenu à siéger ce jour-là, bien que maire de Dakar et député maire, il a voulu siéger, il a tenu à siéger à la commission des bourses pour accorder la bourse à Habib Thiam, pour que Mbousso Thiam sache qu'il a siégé. Oui. Parce que Mbousso aimait toujours accompagner Lamine dans sa belle voiture américaine. Parce que Lamine a toujours roulé à Dakar avec une voiture américaine, une Lincoln. Il avait beaucoup de classe. Ah oui. Oui, vous le dites aussi, hein, même vous dites ce que Senghor a dit lors de ses obsèques, hein, tout ce qu'il a dit sur lui, sur l'élégance, sur... Oui, Senghor a dit que Lamine Gueye alliait à la fois la naissance et l'élégance. 2 ou 3 mois avant sa mort, j'ai demandé à mon père d'aller en France. Je pouvais avoir facilement une bourse de la mairie avec Lamine Gueye, la mairie de Dakar. Mon père a appelé ma maman. Il lui a dit en wolof, ce kàccoor bi dafa bëgg dem France, loo ci xam. Alors ma mère a dit Ndiaye, loo ci wax rek, ce que tu décideras. Et mon père m'a dit, tu peux partir en France, mais à ton retour, tu ne me retrouveras pas vivant. Et malgré tout ce que j'ai fait pour la France, à ma mort, ta mère n'aura qu'une faible pension de rien du tout. Et puis il enchaîne en wolof, sa ndey ngi nii toog gërëm naa ko. Soo ko fi bàyyee ni da ngay jàngi wuti diplôme, doo am diplôme. Mais boo fi bàyyee diplôme bi dem liggéeyi dimbali sa ndey, doo ñee ko am diplôme. Alors, il m'a dit ça le 6 mai. Oui, donc pas la peine d'étudier, quoi. Il vous a dit en quelque sorte. Il m'a dit ça le 6 mai. Il est mort le 28 juillet. Et je me suis retrouvé donc chef de famille avec ma mère et ses 5 enfants. J'ai essayé de continuer mes études. Je n'ai pas réussi en 3e. Et bien que cette année-là, j'ai eu le meilleur devoir d'élève de Dakar, de l'AOF, avec un sujet, quelle profession plus tard. Et moi, j'avais choisi l'agriculture. Alors, je vous donnerai d'ailleurs ce devoir d'élève qui est quand même un exemple. Et c'est ainsi donc que je me suis présenté à un Français nommé M. Breuil, qui était associé à mon frère Abdou Salam, pour faire une de ses écoles, parce qu'il avait des écoles privées à Paris. Il m'a dit, ah, je vous attendais. Votre père m'a dit que vous viendrez me voir un jour pour aller en France. Il m'a dit, amenez-moi un chauffeur. À l'époque, en 1953, il me dit, voici 500 000 francs, voici des clés de voiture, voici une Jeep. Aller à Louga. 500 000, c'était une fortune à l'époque. C'est une fortune, ça fait 5 à 10 millions maintenant. Ah oui, quand même, il faut le dire. Donc j'ai installé les bureaux.
J'ai pris un secrétaire, Kevin Darsen, qui est encore là, qui peut l'attester. Et j'ai commencé à donc acheter l'arachide. Et il m'a dit d'acheter l'arachide sans financement. Donc vous avez commencé dans la vie J'ai quand même. commencé dans la vie très jeune, j'avais 19 ans, 20 ans. Avec quelques privilèges quand même, hein. Peut-être c'est votre... Et là, cette année-là, j'ai eu 1000 tonnes d'arachide. Oui. Et ma commission faisant 2,5 millions qui font 25 millions maintenant, j'ai donc commencé à travailler. Avec ces 2,5 millions, j'ai enlevé la case qui abritait la tombe de mon père et j'ai construit son mausolée. Et immédiatement, mon patron m'a envoyé à Paris. C'était le vendredi 13 juillet 1954, j'ai débarqué à Paris. Il m'a logé aux Champs-Élysées. Et depuis lors, chaque année, je suis à Paris, depuis 1953. Et je connais Paris du bout des doigts grâce à mon patron, M. George Gray, qui m'a fait passer mes premières vacances à Paris en juillet, août 1954. Alors, vous avez une carrière professionnelle, vous l'indiquez, qui vous a amené aussi au Mali, tout ça. Mais en ce qui concerne la politique au Sénégal, alors, avec Mamadou Dia, vous étiez chargé de la formation des cadres du mouvement coopératif, n'est-ce pas? Et alors, ce qui est important, si on parle des événements de 1962, alors on disait tout à l'heure, Roland Collin, qui était directeur de cabinet de Dia, en a parlé ici dans cette émission Temps de parole, là où vous êtes, mais lui c'était de l'extérieur. Il a dit tout simplement que c'était pas un coup d'État, on s'en était tenu à l'opposition entre deux hommes, Senghor et Dia, tout ça. Mais vous dites que le point de départ de la motion de censure, c'est en fait 100 millions à l'époque qui ont été proposés aux députés par la Chambre de commerce pour bloquer ce mouvement de coopérative de Dia. Vous savez, vous l'écrivez. Je l'ai écrit et je le maintiens. C'est des révélations. Et je le tiens de M. Alfonsi, un administrateur de la France d'outre-mer, qui était en ce moment-là assistant d'Abdou Souleyba au CRAD de Kaolack, le Centre régional d'assistance au développement, qui était avant la SMDR, Société mutuelle de développement rural. Nous y reviendrons d'ailleurs dans les réformes de Dia. Alors, M. Alfonsi a dit, avertissez tout de suite Waljojo, la Chambre de commerce a débloqué 100 millions pour les signataires de la motion de censure. Pourquoi la Chambre de commerce a agi ainsi? Il est bon de développer et de faire comprendre le système économique de l'époque. De 1850 jusqu'à 1960, donc pendant 110 ans, le paysan sénégalais n'avait pas le droit de vendre ses arachides en dehors des points de traite. Qu'est-ce que c'est que le point de traite? C'est le point où l'on vend les arachides, où le paysan apporte sa récolte d'arachides, où les commerçants, qu'on appelait à l'époque les traitants, achètent leurs arachides. Et chaque année, au mois de novembre, le gouverneur de la colonie du Sénégal prenait un arrêté. Et par cet arrêté, il fixait les points de traite. Par exemple, à Louga, il dit qu'on peut vendre des arachides à Louga, on peut en vendre à Darou-Mousty, à Sakal, à Koki, et très généralement le long du chemin de fer. Et qu'un paysan n'a pas le droit de vendre ses arachides en dehors de ces points de traite fixés par le gouverneur du Sénégal. Et maintenant, Mamadou Dia a formé ensuite des cadres. Et j'ai été le premier cadre formé pour le mouvement coopératif. Et quand je suis revenu de Paris, avec mon diplôme Centre national et international de la coopération, j'ai été affecté d'abord au Mali, où j'ai fait 3 ans dans la coopération agricole et la riziculture, avec de très bonnes appréciations du ministre Seydou Badian Kouyaté, qui m'a d'ailleurs dédié il y a quelques mois un de ses livres. Il m'a fait la dédicace, Sous l'orage. Seydou Badian Kouyaté, c'est donc un homme qui m'a admiré, que j'admire aussi de façon réciproque. Donc, jusqu'à 1960, les paysans n'avaient pas le droit de vendre ses arachides en dehors des points de traite. Et quand nous sommes venus, et que j'avais moi un assistant qui s'appelait M. Jalton, et plus tard mon directeur de la coopération, M. Albert Ndiaye, que j'ai proposé à Mamadou Dia, parce que c'était mon surveillant général, je n'acceptais pas qu'il soit sous mes ordres. J'ai dit qu'il nomme Albert directeur de la coopération et que je sois son adjoint. Et Albert Ndiaye a été nommé directeur de la coopération. Après, il m'a dit de prendre le Sine Saloum, qui faisait plus de la moitié de la récolte du Sénégal, pour qu'il y ait un changement significatif dans le développement du mouvement coopératif. Maintenant, avec ma venue dans le mouvement coopératif sénégalais, venant du Mali où j'ai fait mes preuves pendant 3 ans, j'ai été chargé de la réforme du mouvement coopératif. Et nous avons pris un arrêté signé de Mamadou Dia, même un décret signé de Mamadou Dia, qui autorisait maintenant à créer des coopératives et que les coopératives agricoles pouvaient acheter leurs arachides dans leur village, qui n'étaient plus tenus d'aller dans les points de traite. Ça a été une révolution. Et au bout de 2 ans, entre 1960 et 1962, les coopératives ont raflé aux paysans, ont raflé aux commerçants 72% de la production agricole. Alors, ces 72% de la production arachidière ont fait peur aux chambres de commerce quand maintenant Mamadou Dia m'a demandé, avec
Ousmane Diagne de Thiès et d'autres inspecteurs de la coopération, de créer maintenant pour les coopératives ce qu'on appelle des magasins de consommation. Pourquoi des magasins de consommation? Parce que les commerçants qu'on appelle les traitants, ils avaient une triple position de péage. Ils étaient à la fois acheteurs, vendeurs et prêteurs. Et quand ils prêtaient aux paysans, par exemple, du sucre, du riz ou du mil, ou bien qu'un paysan avait perdu un parent pendant l'hivernage, qu'on lui prêtait 7 mètres de percale. Au lieu de rembourser cette percale-là à 30 francs le mètre, il remboursait à 60 francs le mètre. C'était des prêts à 100%. Et Mamadou Dia a créé la Banque sénégalaise de développement, l'Office de commercialisation, l'OCA, et toutes ces institutions maintenant étaient au service des coopératives. Et cette première année de 1962, les coopératives ont distribué pour 600 millions de ristournes. Les paysans sénégalais sont partagés 600 millions de ristournes. Et la création de la fonction consommation a fait peur maintenant aux sociétés françaises qui étaient Nozoco, CFAO, Chavanel, Lacoste, qu'on appelle les sociétés bordelaises. Alors ces sociétés-là se sont associées, ont débloqué 100 millions pour les signataires de la motion de censure. Et la Chambre de commerce, par la voix de M. Galanka, a remis ces 100 millions aux signataires de la motion de censure qui se sont partagés. Et un beau jour, on s'est réveillé en bureau politique. Est-ce que là, j'étais membre du bureau politique au titre des jeunes avec Racine Ndiaye, Daouda Sow et Ousmane Diagne. Et on se réveille en bureau politique. Senghor nous dit ça ne va pas dans le parti. On va se réunir les 13 et 14, les 15 et 16 décembre pour voir ce qui ne va pas dans le pays en journée d'études. On le décide en bureau politique. Les 15 et 16 décembre, on se réunit, mais la veille, une motion de censure est déposée contre Mamadou Dia. Oui. Alors, évidemment, donc vous dites que les 100 millions étaient pour briser ce mouvement de coopérative initié par Mamadou Dia. Au nom de la Chambre de commerce avec M. Galenka. Voilà, c'est cela. Mais, et puis quand même, il y a eu beaucoup de bruit qu'on a fait courir, que Dia voulait faire arrêter des chefs religieux, que les Français allaient intervenir pour soutenir Senghor. Oui, on a fait peur. Des hommes ont été payés pour aller voir Seydou Nourou pour dire que Dia va vous arrêter. D'autres sont allés voir Seydi Fallou pour dire que le gendarme de... J'oublie même son nom, que le gendarme de Mbaké allait l'arrêter. Alors il y a eu donc des complicités, on a fait peur à ces hommes-là. Et je me rappelle d'une phrase de Seydou Nourou, les gens disaient ah, Wal Jojo Bahoul, Jojo Yayam Bahoul, or que Wal Jojo c'est un nom complet. Sa mère s'appelle Sirem Boy, il ne s'appelait pas Jojo. Vous voyez, ils ont fait peur à tous ces chefs religieux. Et ça a aidé les signataires de la motion de censure. En fait, les signataires de la motion de censure étaient omnibulés, préparés par la Chambre de commerce, qui ne voulait pas que les coopératives aient la fonction consommation. En fait, c'est cela, voilà. En fait, c'est cela. Oui, c'est ça. Alors, donc, ces événements, mais une véritable crise s'était installée. Vous racontez dans le détail, c'est incroyable, cette atmosphère des bureaux politiques. Vous racontez des choses, vraiment, alors, il faut que les gens lisent les livres pour rentrer. Ce qui s'est passé. Dans le sein des saints, comment le Sénégal a chaviré, comment les choses se sont passées là. Le dernier bureau politique qu'il y a eu avant les événements du 7 décembre, ça doit être le bureau politique du mercredi 13 ou 14 décembre. Alors, à ce bureau politique, Mamadou Wagué, un cheminot de Thiès, est venu. Et sous le hall de l'Assemblée nationale, il est venu avec toute la CA, c'est-à-dire la commission administrative de Thiès. Et sur les 120 délégués, il ne manquait qu'un, Ibrahim Sarr. Et ils ont dit à l'unanimité, ils veulent Ibrahim Sarr comme secrétaire général de leur coordination. Et André Guillabert, en bureau politique, s'est levé, il dit, camarades, toute la CA de la région de Thiès est là, de la coordination de Thiès est là. Ils veulent tout de suite Ibrahim Sarr comme secrétaire général. Alors le bureau politique a entériné. Il a entériné donc, Ibrahim Sarr prend la coordination de Thiès à la place de Ousmane Ngom. Ensuite, Senghor se lève et il dit, camarades, ça ne va pas dans le parti. Alors je vous propose que samedi et dimanche, les 15 et 16 décembre, nous nous réunissons pour voir ce qui ne va pas dans le parti. Alors, on est donc tombé d'accord pour aller donc pour rencontrer Senghor les 15 et 16 17 décembre. Et donc samedi, nous venons en bureau politique pour voir ce qui ne va pas dans le pays. Et Senghor dit, bon camarades, on va voir ce qui ne va pas dans le pays. Mais comme c'est des camarades de parti qui ont créé ce parti en 1900, je ne me rappelle plus la date, 48, contre Lamine Gueye qui était à l'époque tout puissant, c'était des camarades qui se renvoyaient la balle, qui discutaient. Oui, les discussions étaient vraiment on discutait d'égal à égal, si on lit. Et en ce moment-là, Senghor a dit, bon camarades, ça ne va pas dans le parti, nous allons voir ce qui ne va pas. Wal Jojo lui a coupé tout de suite la parole.
Mais Senghor, avant de voir ce qui ne va pas dans le parti, il faut voir tout de suite la motion de censure qui a été déposée hier après-midi à l'Assemblée nationale contre Mamadou Dia et son gouvernement. Senghor a dit, bon, Waldiodio, je sais que ça ne va pas dans le parti, mais avant de venir, j'ai consulté Aurillac, mon conseiller constitutionnel. Aurillac qui est devenu plus tard ministre de la coopération de Chirac. J'ai consulté Aurillac. Sur le plan de la motion de censure, elle est recevable, mais ceux qui l'ont déposée ont tort parce qu'ils n'ont pas consulté le parti. Immédiatement, Waldiodio a coupé la parole à Senghor. Mais Senghor, s'ils sont tort, il faut les exclure du parti. Senghor a répondu, Waldiodio, je n'irai pas jusqu'à l'exclusion, mais je vous propose que les 15 et 16, c'est-à-dire vendredi et samedi, nous nous réunissons pour voir ce qui ne va pas dans le parti. Bon, on s'est réunis, il y a eu le vendredi et samedi, on était là en bureau politique à l'Assemblée nationale. Et dès Lamine Gueye préside la séance, nous devons voir ce qui ne va pas dans le parti. La séance est ouverte. Alors Waldiodio intervient, mais il dit à Senghor, mais avant de voir ce qui ne va pas dans le parti, il faut étudier la motion de censure qui a été déposée. Et Senghor dit, camarades, je vous propose que nous voyons d'abord ce qui ne va pas dans le pays et que la motion de censure, nous en parlions à la fin de nos travaux. Bon, nous avons donc vu ce qui n'allait pas dans le pays, ce n'était pas très important. Par exemple, Magoudlo disait qu'en tant que maire de Linguère, il voulait organiser des luttes et que Boukar Boïdo a fait supprimer ça par la gendarmerie. Par rapport à la tension, qui existait, c'était pas... Ensuite, le frère de Senghor, le député maire de Bambey-Pierre, a dit oui, nous avons un commandant seul qui est un fou, c'est Omar Sy, qui se permet d'arrêter les femmes qui vendent du guerre-de-diable. Alors, Waldiodio encore est revenu en disant, mais on a déposé une motion de censure, il faut que nous voyions ce qui ne va pas. Et finalement, c'est Dourtiam qui a mis les pieds dans le plat. Il a réintervenu et Dourtiam n'avait pas l'habitude de venir en bureau politique. Et vous le notez, C'est la première fois que je le voyais en bureau politique, parce qu'il était toujours pris entre Mons-et-Vaux à travers le monde. Et Dourtiam a dit oui, contrairement aux autres pays africains, nous sommes le seul pays à avoir un gouvernement parlementaire, un régime parlementaire, et je propose que nous ayons un régime présidentiel. Alors là, le débat s'est ouvert. Là, le débat s'est ouvert. Alors là, vous racontez dans le livre que Dourtiam plaidait plutôt pour Senghor et c'était Waldiodio qui était du côté de Dia, les deux avocats. Et Waldiodio, les deux avocats sont rencontrés là dans un style que j'ai beaucoup aimé. Et Dourtiam a défendu le régime présidentiel en disant que dans les pays en voie de développement, il faut un régime présidentiel. Et Mamadou Dia était là aussi. Et Waldiodio, lui, est rentré dedans à Dourtiam en lui disant, mais Dourtiam, à l'heure où nous sommes avec la tension qu'il y a dans le parti, poser le problème du régime présidentiel, c'est poser le problème de deux hommes, Mamadou Dia et Senghor. Attendons d'abord de régler ce problème pour poser le problème du régime présidentiel auquel je ne suis pas opposé. Mais le poser maintenant en bureau politique, c'est poser le problème de deux hommes. Bon, nous sommes réunis encore le lendemain matin et l'après-midi donc de la journée du dimanche. Senghor, j'étais là assis, Senghor était à ma gauche, Mamadou Dia à ma droite. Et Senghor m'a dit, Ndiaye, dites à Dia que je lui parlais. Et Dia a parlé à Senghor, ils ont chuchoté derrière moi, et Dia a demandé à Lamine Gueye la parole. C'est Lamine Gueye qui présidait toujours le bureau politique. Et Dia a dit, vous voyez bien, Senghor a dit, vous voyez bien qu'entre Mamadou Dia et moi, il n'y a pas de problème. Je propose donc que lundi, nous nous réunissons en Conseil national pour voir ce qui ne va pas dans le parti. Et c'est en ce moment que deux députés, Moustapha Sy, d'abord, Théophile James a menacé de son revolver Mamadou Dia. Moustapha Cissé de Louga l'a injurié de maire, Mamadou Dia, et je lui ai répondu très vertement par des mots que je ne répéterai pas ici, paix à leurs âmes. Et en ce moment-là, Senghor a dit Ndiaye doucement. J'ai dit, président, nous sommes à de l'heure des responsabilités, je prends les miennes. À ce moment-là, des députés ont voulu ouvrir la porte et enfoncer le bureau politique pour entrer. Ils n'étaient pas membres du bureau politique. Je me suis levé, j'ai fermé la porte à clé. Senghor m'a dit Ndiaye doucement. J'ai dit, président, nous sommes à l'heure des responsabilités, je prends les miennes. Ils ne sont pas membres du bureau politique, ils n'ont pas le droit de rentrer. Et c'est en ce moment-là, dans la tension, Mamadou Dia a pris ses dossiers, un à un, il a dit, Lamine Gueye, tu demandes la parole. On entendait une mouche voler. Et Mamadou Dia a dit, ah, j'ai tout compris. Théophile James m'a menacé d'un revolver. Moustapha Cissé m'a injurié de maire. Ils se sont dit que je suis un impulsif, qu'il suffit de m'injurier pour que je me retire, ou que j'aille à la bagarre avec eux, rassurez-vous.
j'ai les charges de ce pays qui reposent sur mes épaules. Et ce n'est pas parce que 2 députés qui ne représentent rien du tout dans ce pays me disent de me retirer que je me retire. J'ai été investi par un parti réuni en Conseil national, ce que l'Assemblée nationale a entériné par un vote. Tout comme Senghor a été désigné par le Conseil national président de la République, ce qu'un collège de citoyens a entériné par un vote. Maintenant, si on s'est réunis en Conseil national, et si le même Conseil national me demande de me retirer, je me retire. Alors Senghor a dit, c'est entendu, camarades, je propose pour la réunion du Conseil national demain lundi. Et en ce moment-là, Ibrahima Sarr a dit non, qui proposait donc jeudi pour permettre aux camarades de l'intérieur d'assister au Conseil national. Donc maintenant, Mamadou Dia est d'accord de se retirer si le Conseil national, et ça je vais le résumer, si le Conseil national le met en minorité. Mais les députés, sachant que qui seront minoritaires en Conseil national, où Mamadou Dia, à l'époque il y avait 7 régions, et Mamadou Dia contrôlait les 6 régions, dont les secrétaires régionaux étaient là en bureau politique, et Mamadou Dia est d'accord pour aller en Conseil national. Mais les signataires de la motion de censure ne voulaient pas aller en Conseil national. C'est cela. Voilà. Et donc, il y avait donc une réunion, comme d'habitude, du groupe parlementaire. On me demande d'y assister. Et moi, j'arrive avec Dr Karim Gaye. Et au moment où nous arrivons à l'Assemblée nationale, Ibrahima Sarr sort de la réunion des présidents, qui doit donc en principe arrêter la réunion du groupe parlementaire avec le bureau politique du parti. Et Ibrahima Sarr nous dit, le bureau de l'Assemblée réunie sous la présidence de Lamine Gueye a décidé de voter la motion de censure à 15 h avec le droit de parole de 3 minutes par député. Arrive donc Senghor juste, Mamadou Dia lui fait part de la nouvelle, et Dia dit à Senghor, je vais les empêcher de se réunir. Je vais les empêcher de se réunir jusqu'à la réunion du Conseil national. Ils ne veulent pas aller devant le Conseil national, je vais les empêcher de se réunir jusqu'à la réunion du Conseil national. Voilà ce qu'on appelle un coup Voilà, donc le clash est là. Le clash est là. Voilà. Dia a voulu les empêcher de se réunir. Oui. Parce que le Conseil national, pour lui, le parti avait la primauté sur la Constitution. Voilà. Mais ce n'était pas écrit dans la Constitution. Voilà le clash. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, vous dites que si c'est un coup d'État, c'est pas Dia qui le fait. Hein? Vous confirmez ce que disait Roland Collin ici. Et que le procès, on le rappelle, il y a eu... Mamadou Dia n'a jamais fait de coup d'État. C'est cela, hein, c'est ça. Mamadou Dia n'a jamais fait de coup d'État. C'est ce que vous indiquez. Le coup d'État, je me rappelle, je suis venu le trouver dans son bureau. Oui, le général Fall est venu. Voilà. Le général Fall est venu flanqué de... Je ne sais pas si c'était commandant au colonel à l'époque, Jean-Alfred Diallo. Oui. Ils sont venus le voir avec un capitaine qui s'appelait Yadoumouya et le lieutenant Dey Oumangari, Ouka Oumangari. Ils sont venus voir Mamadou Dia pour lui dire quelle solution prendre. Dia a dit à Fall, retournez à votre état-major. Je suis le président du conseil. Et il est revenu encore avec un décret de Senghor, le nommant chef d'état-major. Non, nommant Diallo chef d'état-major. Est-ce que vous suivez? Oui. Il est venu avec un décret nommant Diallo chef d'état-major. Et Senghor, et Mamadou Dia s'est écrié, a dit à Diallo, au général Fall, Fall, retournez à votre état-major. Ce décret de Senghor n'est pas volable. Nous sommes dans un régime parlementaire. Et c'est le président du conseil qui nomme le chef d'état-major et qui fait ratifier le décret par le président de la République. Senghor, encore une fois, on l'a trompé. Cette nomination de Diallo comme chef d'état-major est inapplicable. Voilà. Alors, là, nous étions présents. Voilà. Alors, c'est important votre témoignage parce que vous l'indiquez, vous étiez membre du bureau politique, oui, et représentant dans le bureau de Dia représentant les jeunes du parti à l'époque. Alors, mais ce qu'il y a à Mansour Bouna, c'est que vous indiquez là, donc le procès a eu lieu, on connaît, ça c'est l'histoire, n'est-ce pas? Dia défendu par des avocats dont Abdoulaye Wade lui-même, oui. Et puis Badinter qui a été président du Conseil constitutionnel en France, n'est-ce pas, qui a été ministre de la Justice, et qui est maintenant membre du Sénat français. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose seulement pour avancer un peu aussi, parce que je pense qu'on a déjà fini la moitié. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas une disproportion entre les pouvoirs en faveur de Dia, comme vous l'indiquez à la page 99, le président de la République n'avait pas les pouvoirs de dissoudre l'Assemblée nationale, de soumettre un projet de loi au peuple. Par contre, Mamadou Dia, lui, président du Conseil, chef du gouvernement, déterminé et dirigeait la politique de la nation, il dirigeait aussi la politique nationale et disposait à cet effet de l'appareil gouvernemental et de l'armée. Vous indiquez dans votre livre que cette répartition des pouvoirs déplaisait fortement au président Senghor et à ses partisans, mais personne n'ose apporter le débat dans le parti.
Peut-être il y avait... Il n'y a pas eu de débat là-dessus sur le Oui, parti, oui. parce que nous avons donc hérité de notre indépendance, Oui. de ce régime parlementaire, C'est ça. qu'on peut d'ailleurs comparer au régime parlementaire qui existe en Angleterre. Oui, c'est ça. La reine d'Angleterre est chef d'État, ou le roi d'Angleterre est chef d'État, mais il n'a aucun pouvoir constitutionnel. Oui, oui. Alors, c'est... C'est ça le vrai problème Oui. qu'on a eu au Sénégal. Voilà. Alors que les signataires de la motion de censure, omnibulés par la Chambre de commerce, Oui. voulaient tout de suite en finir avec Mamadou Dia et son système coopératif et sa socialisation des moyens de production. Voilà, c'est la lecture qu'il faut retenir de ce que vous nous donnez de cette crise de 62, hein, après Roland Collin qui a été ici avant vous et qui, lui, l'avait vu de l'opposition de deux personnalités, mais il n'était pas entré dans le fond. Mais alors, votre titre, Le prince qui croyait à la démocratie, là, c'est l'absence de démocratie, vous l'indiquez, qui a été un peu à la crise là, à l'origine de cette crise. Mais votre cas, vous-même, vous vous êtes intéressé à la politique. Alors, vous êtes jeté en politique parce que vous êtes jeté pour aider Abdou Diouf, qui est votre cousin. Vous racontez comment, quand il débarquait, vous êtes allé le chercher au port et il a même donc hébergé. Oui. Abdou Diouf est un cousin germain. Voilà. Nous avons les mêmes grands-parents. Mais il a dit à Valdiodio qu'il était fâché contre vous parce qu'on vous a élu député et vous avez refusé de faire campagne. Parce qu'on vous a volé votre majorité. Voilà ce qui s'est passé à Louga. Senghor avait un ami avec qui il a créé le Bloc démocratique sénégalais, le Bloc démocratique sénégalais BDS, et qui était notre oncle Moustapha Cissé. Oui. Et Abdou Diouf venu, nous l'avons soutenu, et Senghor m'a fait savoir par Abdou Diouf, et ce jour-là même, j'ai attendu Abdou Diouf sous la pluie chez Senghor, qu'il fallait aider Abdou à prendre la coordination BDS de Louga, UPS de Louga, pour permettre à Abdou d'être Premier ministre. J'ai dirigé la bataille. Des commissaires politiques ont été envoyés à Louga, au nombre de 50, sous la direction de M. Ndiaye, feu M. Ndiaye, alors maire de Saint-Louis. J'ai encore le procès verbal. Et Abdou Diouf a gagné ces élections dans tout le département et la commune, démocratiquement. Il a gagné par 25 000 voix contre 313 à Moustapha Cissé. 25 000 voix contre 313. Donc, personne ne pouvait contester la victoire d'Abdou Diouf et j'ai mené la bataille. Parce qu'Abdou Diouf m'a dit dès le départ, et je lui ai dit attention, Moustapha Cissé a des moyens financiers que nous n'avons pas. Demande à Senghor de t'aider parce que j'ai vu qu'il aide à l'UNSEN à se battre à Diakhao contre Kharno Diouf. Abdou Diouf m'a dit débrouille-toi. Je ne demanderai pas un sou à Senghor. Je me suis débrouillé tout seul, j'ai financé cette campagne, nous l'avons gagnée. Et une fois Abdou Diouf installé, j'étais son premier adjoint. Et la première chose qu'on m'a dit, bon, maintenant il faut laisser tomber la politique, on va vous aider à créer un hôtel Hilton parce qu'on va lancer le tourisme. Oui, et je me suis lancé donc bêtement, j'ai démissionné des pétroles BP, et d'autres ont même dit que j'ai quitté le BP pour des détournements, alors que M. Adhémar Durepère m'aimait comme un enfant, comme son fils. Et M. Durepère m'a appelé un jour, il m'a dit, je viens d'être reçu par le Premier ministre, il devait me recevoir, il m'a fait recevoir par Diarra, et il me demande de t'éloigner du Sénégal, parce que tu gênes Abdou Diouf. Alors j'ai dit m'éloigner, il me dit écoute, la vérité, Mansour, c'est que nous allons aller à des élections législatives. Ils ne veulent pas que vous soyez député, ils veulent donner votre poste de député à un nommé Lo, qui est un parent et un cousin. Alors j'ai dit non, c'est pas possible. Il me dit si. J'ai dit écoutez, payez-moi mes droits et je m'en vais. J'ai encore la photocopie du chèque. Oui. Il m'a payé mes 2 mois, je suis parti. Et après, Abdou Diouf m'a dit de laisser tomber la politique, de me lancer sur le projet Hilton. Oui. Et quand on a lancé le projet Hilton, je me rappelle, un an après, Lamine Lo est un homme politique très honnête. C'est lui qui a pris le poste de député. Il est venu me dire à Louga, aux obsèques de ma sœur Aïda Fall, Mansour, le poste de député que j'occupe, c'était pour vous. Oui. Mais je n'accepterai pas avec Diouf ce que vous avez accepté. Vous avez accepté de financer pour lui. Moi, s'il ne me donne pas l'argent, je ne financerai personne à Louga. Donc voilà ce qui s'est réellement passé à Louga. Voilà, donc avec Diouf. Et puis aussi, il y a aussi, même avec Senghor, il disait dans les bureaux politiques, on ne va pas accepter le dictat d'un Domoubourg. Hein? Donc, vous gênez un peu tous ces gens-là. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours milité pour la vérité, le développement de mon pays. Je n'ai jamais milité pour faire de l'arbinisme avec quelqu'un. J'ai cru que la politique était un moyen de développer son pays et d'asseoir les bases d'un développement durable. Alors qu'il y a des hommes qui veulent vivre de la politique, qui veulent avoir des maisons, des sinécures avec la politique. Moi, ce n'est pas mon cas. L'argent qu'on me donne en politique, moi, quand j'arrive à Louga, je le distribue dans la nuit.
je donne aux gens. Quand je vais dans les quartiers, je donne. Je n'ai rien gardé pour moi. J'ai toujours distribué aux autres. Ce qui a fait ma popularité, avec ce que j'ai fait, je vous l'ai dit dans ma jeunesse, quand maintenant Abdou Diouf a dit que nous allons vers la démocratie à Louga, j'ai gagné 24 comités contre eux. Oui. C'est en ce moment-là que Senghor, en résumé, m'a convoqué au palais, en me disant, bon, j'ai vu que vous avez gagné les élections à Louga, mais tant que je serai là, Moustapha Cissé sera le responsable de la coordination. Oui. Alors, maintenant, moi, je vais vous mettre au courant d'un secret d'État. Je m'en vais dans 2 ans. Et je vais confier le pays à votre cousin. Donc, acceptez d'être derrière Moustapha Cissé. J'ai dit, président, à partir du moment où vous mettez au courant de cette confidence, dans votre salon personnel, dans ce palais au 2e étage, vous me dites que vous n'avez jamais reçu là des hommes politiques. Vous me recevez parce que je suis le parent de Diouf, mais j'accepte. J'accepte d'être Moustapha Cissé, derrière Moustapha Cissé, d'être son adjoint. Il me dit, vous l'acceptez? J'ai dit, oui, président, je l'accepte. Il me dit, bon, maintenant, j'ai le président Moussa Traoré et le président Ouldare dans le palais. Nous devons aller dans les pays arabes, chercher des financements pour le barrage de Diama. Maintenant, je vais donner des instructions à Moustapha Niasse avant de partir. Immédiatement après l'audience, Abdou Diouf me téléphone. Bon, tu as vu Senghor, il est très content. Maintenant, demain, viens déjeuner avec moi. Bon, je déjeune avec Abdou Diouf au Petit Palais, avec mon frère Serigne Bouna. Abdou Diouf me dit, maintenant, je vais vous mettre au courant d'une confidence. Je dis, laquelle? Il me dit, quand je suis allé à Vierzon, en Normandie, le président Senghor, pour me montrer qu'il m'a donné tous les pouvoirs au Sénégal, dans la Mercedes qu'il avait à Vierzon, il s'est mis au siège devant, collé avec sa femme, son épouse. Et moi, il m'a donné les 3 places derrière avec Elisabeth. Tout seul. Ah bon, oui. Et alors, il m'a confié le pays, mais je ne vais pas le démontrer. J'ai tous les pouvoirs, je ne vais pas le démontrer. Patiente à Louga jusqu'aux élections. Mais on a dit quand même, vous l'écrivez, que Senghor, en fait, ce choix sur Diouf, il l'a fait bien avant, dès les événements de 62, parce que le gouverneur, il ne faisait pas de la politique, c'est son critère. Il a fait ce choix à 2 reprises. Au lendemain des événements de 62, le samedi suivant, il a reçu Abdou Diouf. Oui, parce qu'il ne faisait pas de politique. Vous avez été le plus insupportable des gouverneurs, parce que tous les gouverneurs convergeaient par téléphone sur Kaolack pour vous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Faut-il signer une allégeance à Senghor ou pas? Ça, c'est vrai. J'étais avec Abdou Diouf quand je suis revenu du bureau politique le soir, et tous les gouverneurs, M. Si qui était, je m'appelle Omar Si qui était à Ziguinchor, Ibatal qui était à Diourbel, tous téléphonaient à Abdou Diouf pour savoir quelle attitude prendre. C'est en ce moment-là que, contrairement à ce qu'a dit son ami Habib Thiam dans son livre, Par devoir, par amitié, Abdou Diouf a écrit à Senghor une lettre que nous avons rédigée ensemble avec mon frère Abdou Aziz Ndiaye, un homme qui s'appelle Omar Ndiaye. Et Famara Sagna a un double de cette lettre-là. Il a dit qu'il faisait allégeance à la constitution de son pays. Ah oui. Et Senghor l'a convoqué le lendemain. Non, de 2 jours, oui, c'était mardi, il l'a convoqué samedi. Et il lui a dit, vous étiez le plus impossible des gouverneurs. Mais Valdiodio m'a dit quelque chose de très important. Que Valdiodio, ministre de l'Intérieur, me dise Abdou Diouf est un gouverneur qui refuse de faire de la politique, c'est que vous êtes quelqu'un en refusant de faire de la politique de Valdiodio à Kaolack. Et il en parlait parce qu'il y a eu des fusillades à Kaolack entre partisans de Dr Ba et de Valdiodio. Et Abdou Diouf a dit à Senghor exactement ce qui s'est passé. Et Senghor lui a dit, bon, maintenant que Mamadou Dia n'est plus là, Valdiodio n'est plus là, Magodlo vaut de vous comme directeur de cabinet à la fonction publique. Pétavin vaut de vous comme directeur de cabinet aux finances. Et il y a un 3e aussi qui vous... Doudou Thiam vaut de vous comme directeur de cabinet aux affaires étrangères. Vous avez le choix. Abdou Diouf lui a répondu, j'ai pas de choix. Et Senghor lui a dit, bon, vous allez aller aux affaires étrangères. Et comme Doudou Thiam se déplace beaucoup, chaque semaine, nous ferons ensemble la situation politique internationale pour la présentation par moi-même au Conseil des ministres. Et 2-3 mois après ces événements, vous allez devenir mon directeur de cabinet parce que Diarra, mon directeur de cabinet, est très excité contre les djaïstes. Et moi, Senghor, je n'aime pas les gens excités. Je veux des hommes de mesure. Et c'est comme ça qu'il est devenu donc, son directeur de cabinet. Alors, il y a quand même Diouf, c'est votre cousin, Germain, et vous êtes battu pour lui pour qu'il puisse s'installer à Louga, mais il y a quand même une rupture de 7 ans. Et dans le livre, c'est en 2000 que vous lui écrivez pour lui dire mieux vaut qu'il ne se présente pas. Oui, il y a une rupture parce que comme je vous ai dans le cheminement de mes idées, Senghor voulait que Moustapha Cissé soit le responsable de la coordination
jusqu'à son départ. Oui. Étant donné qu'il m'a fait part maintenant de son départ, qu'il m'a dit qu'il s'en va dans 2 ans, c'est-à-dire qu'il s'en va le 31 décembre. Il s'en va le 31 décembre 79 ou 80, et il m'a mis au parfum, il m'a dit de garder le secret. Et quand j'ai eu Abdou Diouf au déjeuner, je vous ai dit ce qu'il m'a dit le lendemain, chez lui en présence de mon frère Seigneur Ibouna. Maintenant, on se réunit au bureau, on se réunit chez Daoud Sow, le responsable régional, pour mettre au point ce qui a été arrêté avec Senghor et Moustapha Niasse. J'ai accepté d'être l'adjoint de Moustapha Cissé. Et quand j'ai dit j'accepte d'être l'adjoint de Moustapha Cissé, à ma grande surprise, Daoud Sow nous fait la proposition suivante. Mais les 25 comités de Louga, il faut les diviser en 2. Pour donner 25 comités à Moustapha, 25 comités à Mansour. J'ai dit ce n'est pas possible. C'est équitable. J'ai dit ce n'est pas équitable parce que dans mon comité d'artillerie, nous sommes 317. Alors si vous voulez donner à 314, à 303 personnes un comité et à 14 personnes un comité, ce n'est pas équitable, ce n'est pas démocratique. Et à ce moment-là, Moustapha Cissé m'a injurié de maire. Il m'a dit tu n'as pas le droit de parler ici de démocratie, vous, etc., etc. Des injures vraiment inadmissibles. Et j'ai voulu l'empoigner. On nous a séparés. Et sorti du bureau de Daoud Sow, j'ai écrit immédiatement à Senghor. J'ai dit enlevez mon nom de la liste des députés, je ne ferai pas de la campagne électorale. Avec un homme qui m'a injurié. C'est ça. Et Abdou Diouf a insisté auprès de Diakhadien. Il m'a supplié la veille de la clôture de la campagne électorale en me disant c'est demain le meeting de clôture. Tu n'as pas fait la campagne électorale à Louga, tu es sur la liste des députés, mais viens au moins au meeting du stade Iba Mar Diop pour que Senghor te voie. Je veux que Senghor te voie à ce meeting-là. Bon, j'ai accepté, mais au moment de sortir de chez moi, j'ai dit non, j'avais juré sur la ceinture de mon père que je ne ferai pas la campagne électorale. Et si je fais cette campagne, je ne suis pas digne fils de mon père, je n'irai pas. J'ai pleuré et je n'ai pas fait la campagne. Alors ensuite, le parti m'a écrit, et Senghor m'a écrit qu'il m'était interdit, jusqu'à nouvel ordre, d'être responsable de coordination, qu'il m'était interdit d'être membre du bureau politique du parti, et voilà comment j'ai payé. Et à chaque fois que j'ai gagné à Louga, des renouvellements, le parti a refusé de me donner la coordination parce que c'était déjà décidé par le bureau politique. C'est ça le titre de votre donc, livre. Vous croyez à la démocratie. Je croyais à la démocratie. Mais parce que le parti n'a pas voulu la démocratie, ils ont essayé maintenant de me faire rouler dans la boue, de me faire salir. J'ai tenu à montrer au pays et en historien ce qui s'est réellement passé dans le parti. Et j'ai parlé de la lettre que vous avez écrite à Diouf. Ah oui, j'ai écrit à Diouf maintenant. Oui, c'est ce que je disais. Vous l'avez écrit quand même. C'était une lettre pathétique. Je l'ai écrit. Vraiment, c'est pas la peine d'y aller. Les carottes sont cuites, comme on dit vulgairement. Même s'il gagnait au deuxième tour, il y aurait une révolte populaire à Dakar. C'est ça. Qu'il ne pouvait pas gagner Dakar. Dakar, c'est le poumon du Sénégal. Et je lui ai dit de ne pas aller au deuxième tour. Je l'ai vu après dans son bureau parce que ça fait plusieurs mois qu'il ne m'avait pas reçu. Mais la veille du deuxième tour, il m'a reçu. Il m'a dit qu'il était obligé d'aller à ce deuxième tour. Je lui ai dit, bon, mais moi je ne crois pas à votre victoire sur Wade. Effectivement, c'est ce que j'ai pensé qui s'est passé. Alors, Mansour Bouna, pour terminer, parce qu'il nous reste peut-être quelques minutes, quelques 5-6. Alors, il y a quand même député, vous l'avez été, et c'est à vous qu'on doit férier le lendemain de la Tamkharit. Oui, mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Parce que j'ai rencontré une fois Feu El Hadji Maodo Sylla, l'imam de Dakar, et qui m'a dit que chaque fois que... Rapidement, parce qu'il y a trois petites questions comme ça. Chaque fois que ça. les associations d'imams allaient voir Senghor, Senghor leur disait, je vous recevrai, mais avec une condition, c'est que dans vos réclamations, dans vos doléances, qu'il n'y ait pas la loi Tamkharit. Et ça m'a frappé. Et en pleine réunion de l'Assemblée nationale, j'ai fait la proposition qui a passé avec 17 voix sur 80. Les autres n'ont pas osé voter. La loi est passée avec 17 voix sur 80 députés. Voilà. Et puis, alors, pour les réalisations, il y a le musée de Yang Yang, que vous avez réalisé, parce que vous avez vu votre père en rêve dans le livre. Le musée il n'était pas satisfait de sa tenue. Le musée de Yang Yang, c'est un immeuble qui a été classé par Senghor au moment du Festival mondial des arts nègres comme patrimoine culturel du Sénégal. Mais ils n'ont rien fait pour restaurer. Et un jour, j'ai rêvé avec moi. J'ai vu mon père montant des escaliers vers le ciel avec Gaïne Fatma, qui est mon cousin. Et mon père m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette musique que j'entends à la radio où l'on chante mes louanges? Qu'est-ce que c'est que ce statut qu'on a fait sur moi au musée de l'armée? Je dis, papa, mais on ne parle que de vos éloges. J'ai eu peur d'ailleurs dans ce rêve. Il m'a dit, oui, mais le musée Yang Yang, il faut le reconstruire et faire un musée dans un an.
Et Gaïdé Fatma et ce feu Hassan Diop Patrick, qui l'accompagnait dans le rêve, m'ont dit, nous allons lui parler et il va vous autoriser à faire ce qu'il a demandé. Et dans le mois qui suit, je suis allé à Yaryal, Oui. je l'ai restauré petit à petit. Ah oui. Et maintenant, avec l'aide du musée, avec l'aide de la direction de la culture, ils ont fait des arrangements et j'ai amené tous ces reliques de mon père que j'avais. Ah oui, Et là-bas. maintenant, c'est devenu un musée Oui. où même des touristes viennent à Yang Yang Oui. pour voir ce palais qu'on appelle le palais parce qu'il a été construit en 1899. Oui. Il y C'est a- le premier bâtiment à étage de la région de Louga. Oui, il y a aussi le Tata d'Albury qui a Alors, été il y a le détruit Tata par d'Albury le colonel que Dodds. Dodds a détruit en juin 1890 quand il est rentré le 20 mai 1890 Oui. à Yang Yang. Oui. Là aussi, le Mbayang Ndiaye Leyti, qui a été député, qui a été maire de Linguère, avait obtenu du ministère de la Culture qu'on reprenne le Tata. Oui. Ils l'ont repris, mais sur une hauteur d'environ 1,50 m. Et je suis en train de voir comment je peux le restaurer. Mais j'ai fait là-bas une colonne qui démontre tous les chefs religieux qui sont venus là-bas. Mam Seigne Touba, Mamour Andesali, Sédou Ajbali, Chassal Boucheri, Boukhayartou. Tous ceux-là sont venus à la mosquée de Albury à Yang Yang du temps de Albury. La colonne a été classée, ça m'a fait rire, patrimoine historique. J'ai fait une colonne à la place du Tamarinier de Guilé où il y a eu la bataille du 6 juin 1886 entre le Demel Samola Fall et Albury. Cette colonne aussi a été classée patrimoine historique Oui. et le gouvernement ne m'a jamais désintéressé. Ah Mais quand même, je suis content d'avoir fait D'avoir cela fait ça, pour le oui. patrimoine. Oui. Et le président Abdoulaye Wade, mis au courant, m'a élevé au grade de commandeur des arts et des lettres. Oui. Et puis, Mansour Bouna-Ndiaye, vous avez parcouru le monde, vous avez rencontré des dirigeants, ça se voit dans ce livre, les gens liront. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez été impressionné quand vous êtes allé voir le sultan de Brunei, l'homme le plus riche du monde. Vous parlez de ce château avec 1700 chambres. 2700 2700 Et chambres. 300 véhicules. 300 véhicules et puis des tapis sertis d'or. C'est pour la première fois. Vous avez que été j'ai- impressionné quand C'est même, pour la là. première fois que j'ai vu des tapis Oui. où il y avait des graines d'or, de la grosseur de graines de riz. Oui. De grains de riz. Oui. Et il y avait un protocole aussi impressionnant. Oui. Parce que on nous a mis dans une pièce où le chef du protocole nous a expliqué que je devais porter sur un coussin la lettre du président Abdou Diouf au sultan de Brunei. Je l'ai trouvé assis sur son trône avec des bottines comme les bottines que je porte. D'ailleurs, ça m'a beaucoup frappé. Oui. Et je me suis avancé, il a pris la lettre. Et au moment de nous... J'étais accompagné de El Hadji Mansour Diop, qui est maintenant imam à la mosquée de l'avenue El Hadji Malik et qui a été ambassadeur en Inde. Et j'ai tenu à ce qu'il m'accompagne parce que nous avons été formés ensemble chez mon père El Hadji Mansour Sy Malik. Et après la réception, il fallait le saluer en reculant. Ah oui. On le salue en reculant et ça m'a beaucoup impressionné. Oui. Et les réalisations aussi qu'il a faites à Brunei m'ont beaucoup impressionné. Oui. Les mosquées, les rues, tout ça. Oui. Vraiment, ils ont investi pour faire de ce pays Et un beau puis, pays. j'ai eu l'impression que vous avez été choqué par l'aspect de Martin Luther King dont on parle, parce que nous, ici, on fantasme toujours sur nos relations avec les Noirs américains. J'ai reçu ici un Noir américain qui m'a dit, écoutez, l'Afrique, frère, mais bon, quand même, il y a des limites. Vous avez été j'ai choqué parce qu'il ne voulait pas serrer la main. J'ai été déçu et choqué à par la Martin délégation. Luther King. Oui. Parce qu'il y avait une délégation africaine où il y avait Oui. des Togolais, des Zaïrois, des Sénégalais, des Ivoiriens, et qui m'ont désigné comme porte-parole. Nous étions donc étudiants, et moi j'avais mon journal Paysan Noir, et nous sommes allés donc aux États-Unis en 1965, nous avons été reçus. Nous avons fait le tour des États-Unis, de l'est en ouest, du nord au sud, nous connaissons maintenant toutes les grandes villes des États-Unis. Et Martin Luther King m'a reçu, comme Elijah Mohamed m'a reçu, en compagnie de Cassius Clay Mohamed Ali. Oui. Et à ma grande, j'ai été déçu par donc, Martin Luther King, parce qu'on l'a trouvé à Caramon House, à Cleveland, dans l'Ohio. Et il a dit, comme nous étions une délégation d'une vingtaine d'Africains, il ne pouvait pas nous serrer tous la main. La main à tout le monde, 20 Il pouvait personnes. serrer la main qu'une personne. Et Edmond Kodjo, qui a été secrétaire général de l'OIA, Oui, à Edmond l'époque Kodjo. était donc dans la délégation, il a dit, mais M. Mansour Bouna-Ndiaye peut parler au nom de la délégation Oui. et serrer la main de Martin Luther King. J'ai dit non. Ah oui. S'il ne serre pas les mains de tous les Africains, je ne vais pas lui serrer la main. Malheureusement, un Zaïrois a protesté et j'ai été obligé d'accepter de lui serrer la main. Oui. Et il a refusé de serrer la main aux autres. Oui. Ça m'a choqué. Oui. Alors, nous sommes à la fin, mais tout cela est dans ce livre, vraiment, vous cela est racontez, dans ce livre. vous racontez, Tout cela est dans ce livre. vous racontez vraiment, vous retracez votre itinéraire, mais votre itinéraire qui est aussi une découverte du monde, une découverte des hommes politiques, une découverte aussi Oui, j'ai du monde rencontré des hommes politique, politiques n'est-ce pas? comme Modibo Keïta, Hein, tout ça. comme le président Sékou Touré. Oui. Et j'ai beaucoup aimé aussi le Oui. Mali. Où Et j'ai puis fait quand 3 vous ans indiquez comme brièvement, décisionnaire. quand vous indiquez que vous êtes allé 70 fois à la Mecque, comment doit-on comprendre ça?
C'est excessif. C'est-à-dire j'ai été 70 fois à la Mecque. Oui. Pendant près de 30 ans, j'allais 2 fois. Oui. Pendant 7 ans, je suis allé 2 fois. 2 fois, donc ça fait 14 ans. J'allais donc passer le Ramadan. Oui. Et ensuite, j'allais faire mon pèlerinage. Ensuite, j'allais 2 ou 3 fois chaque année à la Mecque. Parce que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'explique dans ce livre comment j'ai fait mon premier pèlerinage. Oui. Où en 7 jours, après un vœu, le vœu n'a pas duré 7 jours, j'ai vu le prophète Sayyidina Muhammad. Voilà, nous sommes à la fin et puis ce livre vraiment de Mansour Bouna Ndiaye, Le prince qui croyait à la démocratie, le livre donc, et puis nous avons oublié de parler de cette photo du lion que vous avez remis à Senghor et qui lui a fait peur parce qu'il était persuadé que vous avez les gris-gris de votre père. Ça, je l'explique dans le livre. N'est-ce pas? Il a été obligé de renvoyer son voyage du mois de février au mois de décembre. Et on a essayé de me destituer, mais ils n'ont pas pu me destituer comme Voilà. Le lion s'appelle César et il a vécu au... Il a fini sa vie au parc d'Anne. Il a fini sa vie au parc d'Anne. Voilà donc César qui a fini sa vie au parc d'Anne. Voilà, merci donc d'avoir suivi cette émission Temps de Parole. On va dans 15 jours pour un autre entretien. Jemo waxtaan tuuti